pas ne pas revenir sur la contre-performance de l'équipe de France mercredi dernier en Islande. Et les autres éliminatoires de ce championnat d'Europe disputé en ce 10 septembre. 9e journée de championnat, le match du jour PSG-RC Paris. Nous verrons également des images des 4 matchs qui suivent. Et mercredi, c'est le premier tour des Coupes d'Europe avec le PSG, Bordeaux, Lens, Nantes et Toulouse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi, bienvenue sur le plateau de ce téléfoot. C'est vrai, Didier, que l'équipe de France nous a un petit peu déçus mercredi en Islande. Oui, même si l'Islande est un pays, disons, qui connaît d'assez bons résultats ces derniers temps, notamment contre l'Espagne en éliminatoire de la Coupe du Monde, il ne faut pas se leurrer, il s'agit d'une contre-performance. Alors, il serait préférable maintenant de revoir tout cela un petit peu plus détendu, avec un peu de recul, et avec Philippe Huy, qui était pour nous sur place en Islande. Philippe Huy à Reykjavik mercredi dernier. Sous les ponts de Paris, c'est sur cet air bien français que les Islandais ont accueilli l'équipe d'Henri Michel. Plutôt sympathique, même si cette rencontre ressemble à un traquenard. Il y a des conditions de jeu assez difficiles, très mauvaise pelouse, un petit peu de vent, le terrain qui n'est pas assez large. Je crois que ce sera assez difficile. La pression est quand même différente d'un autre match. Disons qu'on a moins de pression que le match de Coupe du Monde. D'abord, on ne risque pas l'élimination directe. En plus, l'équipe islandaise n'a pas le prestige, que ce soit le Brésil ou l'Italie ou les équipes qu'on a l'habitude de rencontrer. Au départ, pour les tricolores, ce match ne doit faire qu'une sélection de plus, sauf pour le petit nouveau de l'équipe de France, bien sûr. Pourquoi Paille? Bien parce que il fait partie de la liste et c'est un attaquant. C'est vrai qu'il est jeune, mais il me semble que, vu sa forme du moment, c'est lui qui se dégageait et qui m'inspirait le plus confiance au départ. Il ne faut pas que je sois trop crispé. Il faut que je prenne ce match comme les autres. Alors dans votre tête, pour qu'il soit réussi, il faudrait que vous marquiez un but, 2 buts. C'est sûr que ce serait l'idéal de marquer, mais vous savez, je ne fais pas une obsession de marquer un but à chaque match. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'équipe tourne bien, qu'il y ait de bons mouvements et que je participe justement au succès de l'équipe. Pour le jour de gloire, Stéphane Paille repassera, encore qu'il ait failli amener le premier but français sur cette superbe talonnade pour Bernard Gengini. En dehors de ça, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de briller. Il a tout de même montré qu'il était technique, physique aussi bien sûr, même si dans le jeu de tête, il a eu quelques difficultés à prendre des ballons à l'athlétique défense islandaise. Bilan plutôt positif donc pour une première. Il n'a pas marqué, mais il ne s'est jamais vraiment trouvé en position de tir, sauf sur ce centre. Pas facile, et en plus, il a glissé. Je suis un peu déçu, comme toute l'équipe d'ailleurs, puisqu'on était venu prendre 2 points. Mais bon, on aurait gagné, ça n'aurait pas été grâce à moi. On a fait un nul, c'est pas grâce à moi ou de ma faute. Donc de toute façon, je pense qu'il faut attendre la suite des événements pour reparler justement de sélection. Probable effectivement qu'il y aura des changements pour le prochain France-URSS. Normal, les tricolores n'ont pas été très bons et la presse, elle, s'est déchaînée pour trouver le titre le plus parlant et le plus original. La plupart des occasions ont été islandaises. Sur la première, la reprise de Gudjohnsen passe largement au-dessus. L'attaquant d'Anderlecht a été l'Islandais le plus dangereux, mais il n'aura pas beaucoup plus de chance sur la deuxième, son tir passant cette fois à côté des buts de Joël Bach. Troisième occasion nette pour l'Islande en première mi-temps. Sur ce corner, Johnson tente un retourné. Il y avait plus simple et mieux à faire. 3 occasions donc en première période, 3 également en deuxième pour les Islandais, avec ce tir de Sigurvinsson bien arrêté par Batz. L'action suivante est plus douloureuse pour le gardien français. Il se jette sur un ballon chaud et trouve surtout le pied de Pétursson. Batz se relèvera, il va encore avoir une frayeur sur cette échappée de Gudjohnsen, mais cette fois-ci, le numéro 7 islandais croise trop son tir. Les occasions françaises maintenant, elles sont moins nombreuses, une seule en première mi-temps, vous l'avez vu sous un autre angle, superbe combinaison Gengini-Paille, mais tir de Gengini bien détourné par Sigurdsson. En deuxième période, le gardien islandais va encore avoir un arrêt à effectuer sur ce tir de Luis Fernandez d'une vingtaine de mètres, mais sans problème pour Sigurdsson.
Dernière minute de la rencontre maintenant, et l'occasion peut être la plus nette. Elle est pour Philippe Vercruijff, ça s'appelle une balle de match, et quand on la rate, ça laisse beaucoup de regrets. Stéphane Paille m'a fait une belle remise et j'ai voulu peut-être assurer, j'ai voulu peut-être prendre le temps de bien me la mettre devant moi pour la mettre. J'aurais peut-être dû fermer les yeux et frapper. Résultat final 0-0 donc. Philippe Vercruijff a raté le but et il paye aussi en partie le match raté de l'équipe de France. Et oui, c'est toujours risqué de porter le numéro 10, surtout après un certain Michel Platini. Les Français ont tous semblé bien perdus sans leur habituel capitaine et ils ont tous régulièrement échoué sur cette défense islandaise, volontaire et bien organisée. Mais c'est sûr, il est difficile de se contenter d'un match nul en Islande quand 2 mois et demi plus tôt, on a éliminé l'Italie et le Brésil en Coupe du Monde. Qu'est-ce qui a manqué ou qui a manqué à cette équipe de France pour remporter ce match? Qui a manqué, vous voulez des noms, hein. Il est évident que, vous savez, on a perdu des joueurs à forte personnalité en dehors et surtout sur le terrain, qui savent prendre le jeu à leur compte. Alors il ne faut pas, je pense, incriminer les joueurs qui sont sur place. Chacun joue avec ses qualités, avec son âge aussi. Et il est évident que, je pense que vous faites allusion à Michel Platini, eh bien c'est un garçon qui aurait peut-être pu asseoir davantage le jeu de l'équipe de France. Maintenant, bien, il était absent. Et il ne faut pas penser à la façon dont aurait joué l'équipe de France avec lui. Il faut simplement espérer bien qu'il rejoigne rapidement notre groupe. Il faut savoir aussi jouer sans Michel Platini. Et c'est difficile de jouer avec le numéro 10 justement quand le fantôme de Platini plane un peu sur un match. Oui, bon, le numéro 10, on l'a dans le dos, puis après on n'y pense plus. Hein. On est sur le terrain pour essayer de tout donner. C'est ce qu'on a essayé de faire, et je crois, c'est ce que nous avons fait ce soir. Cela a été nettement insuffisant. Restera maintenant à se rattraper le 11 octobre prochain contre l'URSS au Parc des Princes. Oui, et ça ne sera pas la chose la plus facile si on se réfère au parcours des Soviétiques lors de la dernière Coupe du Monde et au dernier France-URSS de Léon. Mais il y avait d'autres rencontres en ce mercredi européen, des rencontres comptantes pour ce championnat d'Europe des Nations. Alors un rapide tour d'Europe qui nous conduit de Bucarest à Glasgow en passant par Bruxelles et Helsinki. La Roumanie n'a pas fait le détail contre l'Autriche. 47e minute, but de Jovan. C'est le premier but de l'équipe roumaine. Jovan est un défenseur, mais il n'hésite pas à se montrer offensif. 61e minute, Lakatus double la mise. 2-0 pour la Roumanie face à l'Autriche. 2 minutes plus tard, nouveau but de Jovan. C'est son deuxième personnel, le troisième pour son équipe. Et dans les arrêts de jeu, 4e but roumain signé Hagi, un bien joli but ma foi, ce qui prouve que la Roumanie, après un certain passage à vide, revient au premier plan européen. Une équipe en progrès également que cette équipe de Finlande qui recevait le Pays de Galles. Premier but réussi par la Finlande grâce à Larkkonen. Battre les Gallois de la tête, ça n'est pas chose courante et c'est pourtant ce qu'a réussi Larkkonen. Égalisation pour le Pays de Galles, signé Jack Wendrew. Pas de but, mais une belle défense de Mikhailov, le gardien de but bulgare, et un nul 0-0 qui préserve les chances de tout le monde dans ce groupe. Car l'autre rencontre de la soirée, OSL, Belgique-Irlande, s'est terminée aussi par un résultat nul. Claesen a ouvert la marque à la 14e minute pour la Belgique, mais 5 minutes plus tard, Stapleton égalise pour l'Irlande, un but partout. Monsieur Tiss n'est pas content. Deuxième mi-temps, même scénario. Chifo donne l'avantage à la Belgique, 2-1. Mais dans les toutes dernières secondes de la partie, faute de Pfaff sur un attaquant irlandais et penalty transformé par Brady, 2 buts partout. Et là, c'est Pfaff qui n'est pas content.
Passons maintenant à la 9e journée du championnat de France de football qui s'est déroulée hier soir. Alors pour le match du jour, le choix, il est vrai, était assez facile avec le grand derby parisien, le grand choc au Parc des Princes entre le RC Paris et le PSG. Il faut dire que nous n'avons pas été déçus car comme le disait d'ailleurs fort justement Pierre Lescure, directeur des programmes de Canal+, après la rencontre, il s'agissait vraiment d'un beau scénario. Vous allez comprendre pourquoi. Le match du jour, PSG Racing. Alors là, il y a un petit problème car c'est Bertrand Demann qui apparaît, c'est-à-dire qu'il va falloir se recaler car on s'est mal calé sur la cassette. Il s'agit du sujet qui suit. Oh, alors, ce sont des choses qui arrivent, qui arrivent, des petits problèmes techniques. Cela dit, c'est vrai que c'était un beau scénario. Un beau petit scénario. Alors, je pense que ça a mis un certain temps pour se recaler. Je vois les images qui défilent rapidement. Ce n'est pas bien grave. Je vous rappelle aussi qu'on va voir 4 autres matchs de cette soirée de championnat et même les buts de Toulouse qui ont été marqués vendredi. Monaco-Nantes, du reste, ce sera le suivant, celui qui suit le match du jour. Voilà. C'est pour ça que c'était légèrement décalé. Enfin, et là, on se recale. J'ai vu le dernier plan de Jean-Paul Bertrand Demann. Vous savez, le grand, on a vu ça la semaine dernière avec les gardiens de but. Et on peut y aller avec le match du jour. On est calé. 3-2-1. C'est bon. On peut y aller donc match du jour, Racing Club de Paris contre PSG, hier soir au Parc des Princes. Match des retrouvailles aussi, Gérard Rouguet et Luis Fernandez, qui cette fois ne seront pas du même côté, mais qui ont quand même le sourire. Les deux joueurs se respectent, même s'il est évident qu'ils vont se détester, entre guillemets, pendant 90 minutes. Enfin, qu'ils ne seront pas du même côté, comme je vous l'ai dit. Pas trop de tension avant la rencontre, quelques petits sourires. Il faut dire que les joueurs des deux équipes se connaissent bien, comme par exemple les anciens Messins, Claude Lovis, Tis, l'arrière droit du Racing, Bocandé. Néanmoins, un peu plus tard, on ne s'est pas fait de cadeau. Petit sourire de Polagnoc avant la rencontre, petite grimace ensuite pendant cette même rencontre. Mais le match a été dur, mais correct. Petite poignée de main et petite poignée de main auparavant, évidemment, avant la rencontre avec Francis Bourrelli qui salue Lidbarski et Jean-Luc Lagardère, président du Racing, qui réconforte Lidbarski qui ne sera pas sur la pelouse, alors que là c'est un petit peu la guerre psychologique. À 7h30, on n'a toujours pas donné la composition des équipes. Cela se passe dans le hall du Parc des Princes et dans le vestiaire du Racing. On a marqué Pilorget, le PSG c'est plus fort que le Racing, histoire de se motiver un peu. Du beau monde évidemment aussi dans les tribunes, match de gala. Alors vous avez reconnu les chanteurs, les animateurs. Il y a même l'avocato Agnelli, le monsieur Juventus et monsieur Fiat. Une grande discussion avec Jean-Luc Lagardère. Petit sourire évidemment s'il nous prêtait Platini au Parc des Princes. Ça serait sympa pour le Racing. Petite discussion aussi entre monsieur Borelli et Jean-Louis Piette. Problème de cohabitation, mais vous savez qu'il n'y a pas de problème pour les vestiaires. À droite, c'est le Racing et à gauche, c'est le PSG. Pour le reste, on verra plus tard. Place au match. Maintenant, match remporté, vous le savez évidemment, par le RC Paris, 2-1. Pas mal d'avertissements. Mais je vous l'ai dit, dans l'ensemble, un match assez correct qui démarre tambour battant au bout de 20 secondes. Mésentente entre le Maguérès et Olmeta et but de Bocandé, but qui est refusé. On se demande un petit peu pourquoi. Bocandé a été en jeu de position, enfin juste quand il a réceptionné la balle, c'est tout. Il était au départ de l'action. Au départ de l'action, il était en jeu. Oui, le juge de touche avait levé son drapeau, pas au tout départ de l'action, mais ensuite, quand Rocheteau le relance. Erreur quand même, car Bocandé n'était pas hors jeu, il avait face à lui encore Olmeta et le Maguérès, donc deux joueurs. Donc il était en position valable. Mais c'est vrai que c'est plus facile avec le ralenti. Et que sur le match, ça va tellement vite. Olmeta s'est blessé sur cette action. Beaucoup d'arrêts de jeu, 3 à 4 minutes environ. Luis Fernandez calme un petit peu tout le monde et le public qui siffle, estimant que Pascal Olmeta a félicité. Ce qui n'est vraiment pas le cas, croyez-le moi. Et ça explique en partie ce geste de dépit. Quelque part, il a raison d'en vouloir au public qui s'est montré très sévère à l'égard du Racing. Penalty à la suite de cette action accordée par M. Bouillet à la 7-8e minute. Et c'est pourtant Suzic qui se jette, qui commet même une faute sur 2 buts. Penalty tiré par Aliozic, mais refusé par M. Bouillet. Explication. Pourquoi vous avez refusé le premier penalty à Aliozic? Bien, premièrement, il y avait des joueurs de Paris Saint-Germain et du Racing qui étaient rentrés dans la surface avant que j'ai sifflé. Alors, voyant donc que ces joueurs étaient à la surface, j'ai sifflé pour qu'il ne chute pas le penalty. Bon, ben, étant donné qu'il a marqué, de toute façon, il était à refaire. Ce plan arrêté avant de tirer, donc il y avait des joueurs sur la surface. Il faut le retirer, c'est normal, c'est le règlement. Mais le problème, c'est qu'Aliozic a voulu tirer du même côté et assurer un petit peu plus.
Il a tellement assuré que ça a tapé le poteau. Ce sont des choses qui arrivent et c'est toujours très mauvais signe lorsqu'on rate 2 fois sa chance comme cela pour son équipe. Le PSG qui a quelques sueurs froides un peu plus tard à la suite de cette reprise d'une Pires. Une Pires sollicitée cette fois par Francescoli qui rate sa reprise, ce n'était pas évident. Tusso pousse trop loin son ballon et au départ, la première fois, c'était une belle passe de Paz, l'Uruguayen. Nous y reviendrons. Tir de Rocheteau sur le poteau. Vous voyez qu'on assiste à une première mi-temps où il n'y a pas beaucoup de temps mort, où tout est possible, où tout peut basculer. Le match est assez équilibré. Encore une occasion pour une Pires, mais léger avantage tout de même au PSG qui fait l'essentiel du jeu. Paz, je vous en ai parlé, il vient donc d'Uruguay. Il remplace Lidbarski car il y a déjà 2 étrangers. 2-1-2 parfait avec Francescoli qui a trompé tout son monde, qui a contre-pied la défense. On pensait qu'il allait laisser le ballon à Germain qui était sur la droite. Coup franc, on pense à un gaucher, c'est Lidbarski de l'intérieur du pied droit. Francescoli de l'intérieur du pied droit, Francescoli évidemment. 1-0, ce sera le score à la mi-temps, mais là il y avait quand même peut-être une faute sur Bocandé de 2 buts. Et oui, 2 buts qui filent vite là, qui n'emmènent pas large, car effectivement dans la surface de réparation il y avait encore un pénalty, mais ça allait vite, que voulez-vous. 1-0 à la mi-temps pour le Racing, le PSG qui fait le forcing, Aliosic sur le poteau et Rocheteau qui a bien suivi. Après 49 minutes de jeu, le PSG, c'est assez logique quand même, revient à la marque. Une occasion pour Ajman, un jeune junior, rentré quelques minutes auparavant. Manque un petit peu de confiance sans doute. Une superbe parade d'Olmeta sur ce coup franc d'Aliosic. Olmeta qui tape sa tête contre le poteau, mais qui se relève immédiatement. Toujours une poussée terrible du PSG. Et le Racing, sans doute, à cet instant de la partie, qui se contenterait bien d'un match nul, car le PSG fait l'essentiel du jeu. Je vous l'ai dit, et à 3-4 minutes de la fin, passe dans le trou pour Francescoli, qui évite bien Batz et qui marque dans le but vide. C'est dur, c'est vrai, pour le PSG. Le Racing l'emporte 2-1. Et c'était évident, hein, vu du parc de la tribune de presse, Thierry. Il est bien parti de son camp, Enzo Francescoli, même si on ne le voit pas sur cette image. Donc le but était tout à fait valable. Le terrain, vous vous sentez mieux, plus à l'aise ce soir, c'était bien? Oui, c'est bien parce que l'équipe jouait un peu plus rapide que les autres matchs. Donc Enzo Francescoli, l'homme du match, c'est Paz qui donne ici à Francescoli, qui trouve petit à petit ses marques dans notre football, remarquable dribbleur, et qui va donner un 3e Uruguayen. Il s'agit de Ruben Umpierrez. Ça circule bien entre les 3 joueurs. Et puis donc ce Racing PSG, c'était les retrouvailles de Luis Fernandez qui salue ici son ancien public. Écoutez. Luis Fernandez a le sourire, il est sans doute ému. Même s'il a été sifflé par une autre partie du public tout au long de la rencontre. Il a écopé d'un carton jaune à la suite de cette faute sur Suzic. Mais sinon, il a été très correct, comme l'ensemble des joueurs. Je l'ai également souligné. Il était un petit peu partout. Ici, il vient prendre des nouvelles de Bocandé. Et il n'était pas le moins heureux après cette victoire donc du Racing. Et regardez bien Gérard Rouillet à gauche et sur la droite Luis Fernandez. Vous avez bien cette image en tête, vous allez la retrouver tout à l'heure. À mon avis, c'est la plus belle image de cette rencontre. Une rencontre très passionnée, je vous l'ai dit. Mais malgré tout, vous allez voir, là, Gérard Rouillet peut en avoir gros sur la patate, comme l'on dit entre guillemets. Luis Fernandez le regarde par hasard, les regards se croisent et regardez, et oui, Gérard Rouillet a fait un petit sourire à Luis Fernandez et il est très fair-play. Il n'insiste pas. Je crois que c'est avec ce genre de réaction, Thierry, qu'on arrivera un petit peu à dépassionner certains débats, mais là, ça s'est vraiment bien passé et cette image, même si elle était filmée, enfin c'était difficile à l'apercevoir, je l'ai trouvée très belle. C'est vrai que c'était une belle image, Didier. Alors on poursuit avec la suite de cette 9e journée. C'est-à-dire que maintenant, on va vraiment aller voir Nantes. Nantes qui jouait à Monaco. On attendait le réveil de Monaco depuis longtemps. Eh bien, Yves Kupferminck y a assisté. Monaco-Nantes, Yves Kupferminck et Abderrizker. Cette année encore, on ne peut pas dire que le public soit le point fort de l'AS Monaco qui a réuni moins de 8000 personnes pour accueillir Nantes. Des Monégasques auteurs d'un début de championnat plus que moyen, qui vont tout mettre en œuvre pour remporter leur 2e victoire. À l'image ici de Marcel Dib, une belle reprise qui passe au-dessus. Un match marqué dès la 10e minute par un coup du sort. Nantes, déjà privé des services de Hamis, blessé, de Der Zakarian et de Botté suspendu, va également devoir se passer de Patrice Garande, blessé sur cette action.
On va le revoir au ralenti, un centre de Koumboiré. Garand des sonores se précipite, en apparence rien de bien méchant. Et à l'arrivée, fracture de la malléole pour Patrice Garand, qui doit quitter le terrain sur une civière. Bon rétablissement Patrice, qui ne pourra jouer contre Torino mercredi. Mais revenons au match, où Monaco continue à dominer, se créant au passage quelques occasions, notamment sur ce coup franc de Bruno Bellone, renvoyé par Frankowski, retourné de Da Fonseca, bien capté par Bertrand Demanne. Mais les Nantais ne restent pas inactifs et sur 2 contres, ils vont semer la panique dans la défense monégasque. Tout d'abord à la 36e minute, Bourruchaga, bien servi par Anziani, tire sur la transversale d'Ettori. Avertissement sans frais pour Monaco qui n'en tire pas les conséquences. Et 4 minutes plus tard, on retrouve Bourruchaga et Anziani avec un 1-2 entre les deux hommes. Et Philippe Anziani qui de 25 mètres tente sa chance et cette fois trompe Jean-Luc Ettori. Un but, c'est vrai, marqué quelque peu contre le cours du jeu, mais bien joué de la part de Philippe Anziani qui n'a pas hésité et son ballon rebondit juste à la hauteur d'Ettori. Mi-temps 1-0 pour Nantes et on se retrouve tout de suite en deuxième période avec un forcing de Monaco et un bon coup franc de Bellone détourné par Bertrand Demanne. Des Monégasques qui vont être récompensés de leurs efforts à la 62e minute sur un corner rapidement joué entre Dib et Fofana. Centre de Marcel Dib au deuxième poteau pour la tête de Søren Busk et les deux équipes sont à égalité, un but partout. Monaco qui peut remercier ses deux Danois car quand ce n'est pas Lerby, c'est Busk qui se retrouve à la conclusion. À eux deux, Lerby et Busk ont inscrit 4 des 7 buts monégasques depuis le début de saison. Cette égalisation en tout cas le mérite de libérer les joueurs de Kovac qui jouent maintenant plus décontractés. Et il faut une faute de Marcel Desailly sur Da Fonseca pour empêcher le franco-argentin de filer vers Bertrand Demanne. Le coup franc est indiscutable et surtout bien placé pour un droitier. À Monaco, l'artilleur s'appelle Bijota et Monaco prend l'avantage 2-1. Une ambiance assez étonnante pour un stade presque vide. Et un coup franc qui, on va le revoir, rebondit sur la ligne des 6 mètres. La pelouse est humide et Bertrand Demanne ne peut que constater les dégâts. Et finalement, Nantes, qui dans le dernier quart d'heure cherche à tout prix à égaliser, va se faire prendre en contre. Une ouverture de Bijota pour Bruno Bellone. Bruno Bellone contré par Marcel Desailly. Mais le ballon reste dans la surface. Fofana remet en retrait pour Bijota qui, d'une superbe demi-volée, marque le 3e but monégasque. 3-1, c'est le score final de ce match qui marque peut-être le réveil de Monaco. Quant aux Nantais, ils ont quelques soucis à se faire avant le premier tour de la Coupe de l'UEFA qui les opposera mercredi à Torino. Et du grand Dominique Bijota à l'occasion de ce match entre Monaco et Nantes. Tout comme les Nantais, les Bordelais jouaient à l'extérieur, à Sochaux, où il n'est jamais simple de s'imposer. Georges Dominique assistait à ce Sochaux girondin. Avec 45 ballons, mon cher Thierry, comme pour nous rappeler les 45 ans de présence sochalienne en première division. Ici, la famille reste unie, témoin Jean Rigoulot, acteur d'autrefois, qui compte aujourd'hui les exploits des autres. Quant à Pierre Lorius, autre gardien de but des années 50, il se demande s'il ne voit pas double. Eh bien non, mon cher Pierre, il s'agit des jumeaux yougoslaves Vujovic. Quant à savoir qui est Zoran et qui est Zlatko, c'est une toute autre histoire. Attends, merveilleux ça. Pour ne pas commettre d'impair, le ministre des Sports, Christian Bergelin, se retrouve avec les jeunes sochaliens dont il a visité le très bon centre de formation. Et Gernot-Rohr, lui, prévoit une dure soirée, alors il préfère toucher du bois en espérant bien sûr la première victoire des Girondins sur terrain adverse. À Sochaux, vous le savez, on ne manque pas d'avertisseurs et comme cela arrive souvent au Stade Bonal, on a le starter très efficace. 15 jours après le passage de Nantes, on entend bien sûr donner un autre coup de griffe aux visiteurs du soir. Fernier a le pied gauche magique, mais Stéphane Paillissi à la 4e minute se ferme l'angle de tir. Tout cela pour Dominique Dropsy. Sochaux repart avec Lada, avec Fernier, le Danois Sundstrup sur la gauche et tout de suite Specht et Bordeaux qui envoient en corner. Les jaunes toujours avec Lada, tête de Sundstrup, un ballon à faire briller un gardien. Et tout de suite après, un autre ballon pour Dominique Dropsy avec cette fois Fernier mais du droit.
Première respiration bordelaise à la 23e minute, tête de la combe, tir de Vujovic, le défenseur Zoran. Sochaux ne perd pas les pédales pour autant, Sauzet et Fernier échouent et tout le monde s'en mêle, justement les pédales. Tel un élève qui peut mieux faire, Bordeaux réapparaît en fin de première mi-temps. Pivot ici et tir de Bernard Lacombe sur ce service de Vujovic. Et 2 minutes avant le repos, Franck Sauzet qui a failli être l'auteur du but de la semaine. Il arrivait de 30 mètres. Oh, je pense qu'il était entre 25 et 30 mètres, oui, mais je pense aussi qu'il a mis un tir vraiment fantastique. Et tant mieux pour nous qu'il soit allé sur la barre. J'avais vu le départ du ballon, je suis parti sur la trajectoire qui a changé en cours de match, mais le tir était tellement violent que j'ai prié pour qu'elle aille sur la barre ou à côté. Elle est allée sur la barre, tant mieux. Jean Fauvergue se dit sans doute que ces Sochaliens avec un 0-0 à la mi-temps n'ont pas été récompensés. En deuxième mi-temps, le match est plus long à s'emballer. Tir de Lada, Fernier et Sochaux sont toujours là. Mais les Sochaliens, petit à petit, commencent à perdre leurs jambes et leurs dernières illusions. Côté Bordeaux, Tigana est maintenant tout seul. Il possède toujours son petit coup de patte. Vercruis, ça y est lancé. 1-0 Bordeaux, 72e minute. Et puis Tigana récupère pour un autre coup de patte à la toute dernière minute. Sochaux cafouille, Zlatko Vujovic en profite. Ça y est, Bordeaux deuxième du classement, une situation qui ne lui déplaît pas. Nous ne sommes pas loin de Marseille et je crois que effectivement Bordeaux se trouve bien là où il est. Mais j'espère quand même qu'à la dernière journée, on sera devant. Nous n'avons pas battu le record des spectateurs pour cette 9e journée et pourtant il y avait quand même 4 derbys. Vous avez vu l'un d'entre eux tout à l'heure, RC Paris PSG. Vous allez en voir 2 autres. Il y avait aussi Nancy-Metz, match nul 0-0. Alors c'est curieux mais on s'aperçoit quand même que ces 4 derbys ont attiré précisément comme par hasard le plus de monde. Total 161 000, nous sommes environ à 20 000 personnes du record. C'est dommage quand même qu'à Laval il n'y avait que 1100 spectateurs, 7 000 à Monaco pour accueillir Nantes. Le Havre-Rennes, 8 000, Toulouse-Nice, 9 000. Tout cela est bien peu. En revanche, il y avait foule hier soir à Lens pour le match entre Lens et Lille. Pour assister pour nous Philippe Oui, qui va un petit peu revenir aussi sur ce côté des derbys. Philippe Oui, à Lens. Et comme toujours, ce derby du Nord est coloré et les capitaines des 2 équipes sont particulièrement motivés. Le derby, c'est toujours un caractère un peu particulier. Ce sont toujours des matchs très engagés, très âprement disputés, des matchs très physiques. Et je crois que c'est une très bonne répétition avant le match de Coupe d'Europe de mercredi. Les équipes sont proches les unes des autres. Ça a rarement été le cas par le passé. Bon, là, on s'attend à un match ouvert et on part à 50-50. Les joueurs étaient motivés, c'est bien. Les spectateurs l'étaient un peu trop en fin de match. Les boîtes de bière volaient bas et le juge de touche en a même reçu une sur la tête. Ça, c'est bien sûr le fait des supporters des équipes qui perdent. Et c'est d'autant plus dommage que Lens a eu jusqu'à maintenant ce qu'on appelle un bon public. Au début, le match est engagé, mais les occasions sont rares. Et la première fait tilt. Après une demi-heure de jeu, Éric de Wilder passe toute la défense en revue et trompe Rousseau. 1-0 pour Lens. Réaction des Lillois par Thomas qui va placer un bon tir, mais Huard réussit un superbe arrêt qu'on devine plus qu'on ne voit en réalité. À la mi-temps, les Lensois mènent toujours 1-0, un avantage qu'ils vont perdre à la 55e minute sur cette interception de Thomas qui glisse le ballon pour Meudic. Meudic lève la tête, il a vu Vandenberg, mais finalement c'est Sénac qui est le premier sur ce ballon. Il glisse un tout petit peu et il donne le ballon à Vandenberg qui trompe Huard. 1-1 entre les 2 équipes du Nord. Les Lillois vont avoir une occasion de deuxième but par Vandenberg, mais Huard lui plonge dans les pieds. Vandenberg est à terre. Huard, lui, a évité un deuxième but lillois, ce qui lui coûte quand même un carton jaune. Huard va encore faire un miracle sur une reprise à bout portant de Vandenberg. Il repousse une première fois et une deuxième. Ça sent le chaos dans ce match, d'un côté comme de l'autre. Cette fois-ci, une action menée par les 2 remplaçants lensois. Superbe travail de Carreno. Anini reprend de la tête, mais c'est Buisine qui sauve le camp lillois. Et puis sur un corner, les Lensois vont avoir une nouvelle occasion de marquer, mais cette fois-ci le tir de Catalano passe à quelques centimètres des buts de Rousseau. Rousseau qui a failli être à l'origine du deuxième but lillois sur ce dégagement. Personne ne va toucher le ballon si ce n'est Meudic qui s'avance devant Huard, mais il hésite un petit peu trop et Huard peut se coucher sur ce ballon. 86e minute maintenant et nouvelle histoire belge, 1-2 Desmet Vandenberg et Desmet n'a plus qu'à fusiller Huard
2-1 pour le LOSC à 4 minutes de la fin. C'est devenu une habitude, les derbys du Nord tournent à l'avantage des Lillois. 4-1 l'an passé, cette année Lille fait à peine moins bien grâce à un nouveau but de Vandenberg qui lui était offert par Philippe Desmet. En quelque sorte, un prêté pour un rendu, 3-1 pour Lille. On a une équipe qui est très forte collectivement et ça c'est la grande force de Lille, je pense. Et en plus, pour vous, tout va bien puisque vous êtes maintenant meilleur buteur du championnat. Oui, pour moi tout va bien. L'année passée avec Waregem, j'ai marqué 6 buts. Et maintenant j'ai déjà marqué 6 buts, alors je pense qu'il faut arrêter, autrement Waregem il va être fâché à moi. Je pense qu'on aurait dû plus préserver ce résultat finalement que d'essayer de marquer d'autres buts, quoi. Et en fin de carrière, vous n'avez pas l'impression que le métier de gardien de but va vous laisser de graves séquelles? Si je continue à sortir comme ça, je crois qu'il va m'arriver drôle de choses par la suite. C'est un petit peu le René Vignal des temps modernes, Gaëtan Huard. Autre derby, celui-là méditerranéen, l'Olympique de Marseille, seul club invaincu, recevait Toulon. Et c'est Frédéric Jaillant qui était sur les bords de la Méditerranée pour Téléfoot. Marseille-Toulon donc, et encore une fois 40 000 personnes au stade Vélodrome. Un seul carton de M. Vautreau dans ce match très intéressant et plutôt correct. Les Marseillais jouent en blanc. Un quart d'heure de jeu et à la suite d'une faute de Casoni sur Papin. À droite de l'écran, l'OM obtient un coup franc. Pour le tirer, le Yougoslave Sliskovic et Jean-Pierre Mottet, le gardien de but de Toulon, peut dire merci à la transversale. En cette première période, même si Marseille domine, Toulon a de bonnes réactions, notamment par Paganelli, Ramos ou Dominguez. Dominguez qui vient d'inquiéter Antoine Bell et qui est ici contré de façon spectaculaire, mais régulière, par Thierry Loret, le jeune libéraux de l'équipe marseillaise. 0-0 donc à la mi-temps, la deuxième période, elle est commencée depuis 3 minutes. Papin sur un centre d'Anigo oblige Mottet à un bel arrêt, corner donc. Et pour celui-ci, un corner qui ne donne rien, mais pas l'expression qui convient. Sliskovic le tire et marque. A signalé le bon travail de Papin sur la trajectoire du ballon et qui a gêné Mottet. Papin qui est pour beaucoup dans ce premier but et Marseille mène donc 1-0. Cependant, 5 minutes plus tard, Toulon aurait bien pu égaliser. Ginola récupère le ballon, mais ensuite Dominguez et Ramos se gênent. Plus de peur que de mal pour la défense marseillaise. En tout cas, le jeu est de bonne qualité. Le ballon, lui, va rapidement d'un camp à l'autre. Et encore un bon arrêt de Jean-Pierre Mottet sur ce tir de Diallo. Menés 1-0, les joueurs de Paul Orsatti et Roland Courbis ne se découragent pas. Ils n'ont toujours pas remporté la moindre victoire, mais cela ne saurait tarder. Ils ont réussi par moments de jolies choses. Là, Paganelli demande un pénalty, mais il semble que cela aurait été sévère. Il restait alors 20 minutes à jouer. Et 3 minutes plus tard, on va retrouver le ballon dans les bras de Bell, le gardien de Marseille. Et ce n'est pas Papin, mais Brisson, qui est à l'arrivée de ce long dégagement. Regardez. Centre parfait, tête de Kuben et 2-0 pour Marseille. Kuben qui venait de rentrer en jeu 2 minutes plus tôt. Le premier but, c'est votre premier ballon, c'est bien ça? Oui, bon, c'est un super ballon de François Brisson. J'ai juste à mettre au fond. Hein. Pour un premier ballon, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Le deuxième, c'est pas mal non plus. Le deuxième, c'est Jean-Pierre Papin. Il tire au but. C'est pas le deuxième ballon? Si, je crois que c'est le deuxième ballon en plus. Ah bon? Ah ouais. Et bon, il tire au but, le gars il relâche, et bon, le ballon est revenu vers moi et je le mets au fond. Voilà. Premier ballon un but, deuxième ballon un autre but. Voilà, c'est ça. Très bien. Ce deuxième but de Kuben, nous le revoyons, c'est le 3e pour Marseille qui a donc battu Toulon 3-0. Et pour finir, un peu de rab, autrement dit quelques images du spectacle d'après-match. Ça bouge à Marseille, le Marseille de Bernard Tapie et de Michel Hidalgo, et ça bouge dans tous les sens puisque, je vous l'ai dit, Marseille est le seul club invaincu. On passe maintenant aux autres rencontres de cette 9e journée du championnat de Division 1, avec bien sûr nos traditionnels cartons que vous connaissez bien maintenant, avec les couleurs des clubs. Au
Auxerre a battu assez facilement Saint-Etienne, 3-0, 2 buts de Premier, un autre de Cantona pour Auxerre. Le Havre-Rennes, match nul, but de Sab pour le Havre et de Relmi pour Rennes. Cette 9e journée, elle avait été ouverte dès vendredi par Toulouse. Coupe d'Europe oblige. Toulouse qui recevait Nice avec un extraordinaire but à la 47e minute de Gérald Passy. Tir de 25 mètres, pleine lucarne. Et à la 63e minute, pour une faute sur Marsico. Marsico a d'abord marqué sur coup franc, le donne à retirer. Alors Durand met aussi le ballon dans la lucarne. 2-0. Toulouse est en forme avant d'aller à Naples. On nous a téléphoné de Laval, il n'y avait pas 1100 spectateurs, mais sans doute 1100, une petite erreur sur la dépêche de l'AFP, 11 000, oui, absolument, mais cela ne change pas. Pour battre le record, il manquait 10 000. Voilà, et là, beaucoup de cartons, beaucoup de pluie et pas de but. 0-0 entre Nancy et Metz. Ce qui nous donne donc au classement l'Olympique de Marseille, seul leader, avec 5 victoires, 4 matchs nuls et 0 match perdu, 14 points. Bordeaux suit à 1 point, Nantes à 2, Toulouse, Lille et le Paris Saint-Germain sont à 3 points du leader marseillais. Dans le bas du tableau, eh bien dans le bas du tableau, ça va mal pour Toulon, même si Toulon compte un match de retard. Il y a 5 avant-derniers, Le Havre, Nancy, le Racing Club de Paris, Saint-Etienne et Nice. Deuxième division, groupe A, Niort perd son premier point de la saison mais conserve toujours 3 points d'avance sur Reims, tenu en échec sur son terrain par Saint-Dizier et Caen, vainqueur d'Orléans avec 2 buts de Pécou. Le fameux choc psychologique semble avoir fonctionné pour Strasbourg qui l'emportait 1-0 à la Méno. Dans le groupe B, Montpellier a été tenu en échec à Alès. Et Cannes qui a battu vendredi soir Thonon 3-0 est maintenant seul en tête avec 1 point d'avance sur Bastia qui l'a emporté contre Béziers à domicile 3-1 et Cuiseaux-Louan tenu en échec sur son terrain par Martigues et 7 tenu également en échec sur son terrain par Lyon 0-0. Mercredi prochain, retour des Coupes d'Europe, premier tour, donc match aller. Et si Yannick Stopira n'a pas pu rencontrer finalement en finale Diego Maradona et l'équipe d'Argentine, eh bien il pourra rencontrer avec Toulouse le dieu argentin mercredi prochain. Premier match à Sao Paulo de Naples. C'est l'équipe que nous avons voulu vous présenter, la plus prestigieuse, sans doute sur le papier tout au moins. Naples qui rencontrera donc en Coupe de l'UEFA Toulouse. Un reportage de Cyril Sauvenière, notre envoyé spécial à Rome. La capitale de la Campanie, près d'1,5 million d'habitants, attend avec impatience la 84e édition du championnat d'Italie, mais aussi, après 4 ans d'absence en Coupe UEFA, le match qui doit l'opposer à Toulouse. Les Napolitains, qui ont bien des problèmes, près d'1 habitant sur 3 est à la recherche d'un emploi, ne rêvent, semble-t-il, qu'à une chose, voir leur équipe briller dans tous les domaines. Aussi, à peine ouvert, mercredi dernier, les guichets du San Paolo ont été pris d'assaut. En moins d'1 heure, les places les moins chères se sont envolées et comme d'habitude, les clandestins les revendront 5 fois le prix peu avant le match. Les tifos y sont évidemment tous persuadés que la victoire est déjà acquise. Évidemment, c'est le Naples qui gagne. Le Naples doit gagner forcément. On a le seul joueur qui joue pour 2. Comment pour 2? Pour 10. Il faut dire que cette année, ils ont de bonnes raisons d'espérer les supporters, car Naples a sérieusement renforcé le milieu de terrain. L'achat de nouveaux joueurs comme De Napoli et Carnaval a d'ailleurs coûté au club la bagatelle de 4,5 milliards de francs. C'est peut-être pour cela que le gardien de but, Claudio Garella, est tout sourire quelques jours avant le match. À l'entraînement, tout le monde est présent, y compris le campionissimo Diego Armando, car la condition physique et l'homogénéité de l'équipe sont sans doute les points faibles en ce début de saison. Un atout non négligeable pour Toulouse, dont l'équipe est déjà rodée. Si l'on ne connaît pas encore la formation exacte que Naples alignera devant Toulouse, il est certain qu'il faudra compter avec des joueurs comme Bagne, milieu de terrain, ou l'attaquant Carneval, à peine arrivé, que nous voyons ici. Ce sera l'homme des percées éclairs avec des tirs canons. Mais il y aura aussi Giordano et surtout De Napoli, l'étoile naissante du football italien, un joueur qui devrait confirmer son excellent comportement du mondial. J'ai vu Toulouse contre Brest et l'Olympique de Marseille. Ils ont très bien joué, ils sont très dangereux. En plus, une défense solide à l'italienne, nous devrons être en pleine forme pour les battre. Sûrement 180 minutes très difficiles.
Je sais, vous alliez le dire, et Maradona, le voici bien sûr, c'est lui le dieu. Ne dit-on pas d'ailleurs à Naples que l'équipe a en fait 12 joueurs grâce à lui. Toujours impressionnant, ce sera bien sûr le plus dangereux, car Diego Armando, ce n'est pas que du spectacle. Pourtant, une douleur au pied gauche pourrait bien freiner ses ardeurs, mais il sera de toute façon sur le terrain. Quel est le joueur de Toulouse que vous craignez le plus? Si un champion du monde peut craindre quelqu'un. Bah, moi je suis normal avant d'être champion du monde. J'ai peur de Stopira, de Massico, qui est un très grand joueur. On doit faire attention à ces deux-là, parce qu'ils peuvent nous faire du mal, non? Nous maintenant, toutes les parties, on veut les gagner, parce que l'équipe est compétitive, on veut gagner aussi sur Toulouse, même si l'on sait que ce sera dur. À bon entendeur, salut, le rendez-vous donc au San Paolo de Naples, où il faudra aussi compter avec un stade bourré ce jour-là, avec 85 000 spectateurs. Les Français risquent de se sentir bien isolés. Ils avaient fait 2-2 les Français, l'équipe de France à Naples il y a quelques années. C'est tout le mal qu'on souhaite à Toulouse. En Coupe de l'UEFA, donc Naples-Toulouse, Nantes-Torino et Lens-Dundee. En Coupe des Coupes, les Girondins de Bordeaux joueront contre Waterford à Waterford. Et en Coupe des clubs champions, le Paris Saint-Germain recevra mercredi au Parc des Princes le champion de Tchécoslovaquie, Vitkovice. Et puis, puisque nous avons le temps, laissez-moi vous présenter le dernier numéro de Mondial qui vient de sortir avec, ça tombe bien, un Toulousain, Yannick Stopira, en couverture. Et puis, laissez-moi vous présenter aussi, c'est un classique, le livre d'or du football de Charles Bietri et de Dominique Mignon, parce que Charles, il a beaucoup de travail cette année, alors Dominique Mignon est venu lui donner un coup de main. C'est un classique, je le répète, il doit être dans toutes les bibliothèques. C'est l'édition 86 du livre d'or du football aux éditions Solar 2016. Thierry, Mondial est sorti, 11 a fait de même et s'attardera sur les adversaires des clubs français en Coupe d'Europe, bien entendu. Et on insiste aussi sur les éliminatoires du championnat d'Europe et il y a même dedans le petit calendrier détachable qui est très pratique. Très pratique, tout à fait. Alors, avant de donner l'antenne à Alain Escoubet, je vous signale, Thierry, que samedi prochain, vous êtes d'ailleurs invité. Et il y a la journée des Globetrotters. Nous jouons contre le FC ou le AS Drouot, je ne sais pas trop où exactement, à Marly-le-Roi. Et ensuite, il y aura gala avec les chanteurs Herbert Léonard, Georges Chelon et tout ça. Vous pouvez même... Oui, le lendemain, puisqu'on en est là, figurez-vous que le Variété joue le deuxième tour de la Coupe contre le Hedef Frey. C'est vrai que c'était qualifié. Oui, mon bon. Donc Globetrotters à Marly-le-Roi et Variété, ça se trouve où? Arweil. Voilà. Et là, nous allons à la Concorde, car on nous attend pour le départ du triathlon de Paris. C'est Alain Escoubet, puis on se retrouvera dans 4-5 minutes pour vous faire un dernier petit au revoir. Il y a la fontaine, il ne doit pas faire bien chaud et on dire qu'on doit plonger là-dedans. Alain Escoubet? Oui, merci mon cher Didier. Effectivement, il ne fait pas très chaud parce qu'il y a beaucoup de vent pour l'instant sur le pont de la Concorde. En revanche, il y a des nuages, mais il y a aussi un petit rayon de soleil. N'empêche que pour les 400 concurrents du premier triathlon de Paris, ça ne va pas être très facile, notamment pour la première épreuve. Il s'agit, vous l'avez dit, de natation. Il va falloir qu'ils plongent, les pauvres garçons. Ça fait déjà 10 minutes qu'ils sont sur la barge de départ en attendant que nous soyons prêts, nous, à TF1, et nous le sommes. Donc dans quelques instants maintenant, le départ de ce premier triathlon de Paris, avec d'abord la première épreuve, il s'agit de natation. Ils vont aller, les 400 concurrents, sur environ 1800 mètres le long de la Seine qui n'est pas particulièrement propre, vous l'imaginez, mais qui est relativement chaude puisqu'on parle d'une température de 14 à 15 degrés. Donc maintenant, dans quelques instants, le départ pour les 400 concurrents. C'est parti pour eux tous, pour donc 3 épreuves. On commencera ici même par la natation, 1800 mètres environ jusqu'au port de Suffren, jusqu'au pont d'Iéna. Et puis après, on enchaînera par le vélo, une distance d'environ 40 km. Et on terminera bien sûr par la course à pied, une distance de 12 km. Il s'agit ici, pour ce premier triathlon de Paris, c'est la première fois qu'un triathlon se déroule dans une capitale. Pour ce premier triathlon de Paris, il s'agit d'un triathlon de catégorie A, ce qui veut dire qu'il est le plus court de l'ensemble des triathlons, mais ce n'est pas pour cela qu'il est le moins éprouvant.
1800 mètres, alors qu'on revoit, grâce aux images de Christian Gomila, ce magnifique plongeon des 400 athlètes au ralenti dans la Seine. Là, on ne s'aperçoit pas trop qu'elle est sale, mais je peux vous dire qu'elle n'est pas très propre. Ça, on le savait. Ils ont de toute façon des combinaisons pour se protéger de toute saleté éventuelle et aussi pour se protéger du froid éventuel, même si l'eau est à 14 degrés. Il ne faut pas oublier que la température du corps, elle, est à 37 degrés et qu'au moment tout à l'heure où ils vont sortir, et ça, nous verrons ça tout à l'heure en direct dans le journal de 13h, au moment où ils vont sortir, la température ne sera pas très chaude. On estime généralement pour ces 1800 mètres de parcours dans la Seine, il faut une vingtaine de minutes. En ce qui concerne le vélo, 40 km, ça sera à peu près du 40 km à l'heure, puisque le meilleur, on l'attend précisément dans l'heure pour ces 40 km. Et en ce qui concerne la course à pied, 12 km, on estime que le meilleur fera environ 35 minutes. Mais ils n'en sont pas là du tout. Pour l'instant, ils sont en train de passer sous le pont de la Concorde. Ils se dirigent tranquillement ou en tout cas en nageant le plus vite possible vers le pont d'Iéna. À noter que pour les concurrents, il y a en gros 5 ou 6 favoris, dont un Autrichien du nom de Setinic. Nous verrons tout à l'heure, au moment où il sortira de l'eau, où il en est. Et puis 2 ou 3 Français excellents, tels Millet, Métion, Le Cric, l'ancien, j'allais dire, Georges Bello, qui a 42 ans et qui espère bien quand même damer le pion au genou. Et puis un Hollandais du nom de Consart. C'est dans ces 5 ou 6 là que l'on trouvera sûrement le vainqueur. Dans environ 2 heures, l'arrivée se situant au Trocadéro. On suit encore les nageurs. Déjà, il y a quelques échappées qui s'effectuent. Il est difficile pour l'instant encore de voir quels sont les numéros qui se détachent. Ce sera beaucoup plus facile de le voir au moment où tout à l'heure ils sortiront de l'eau. Et c'est à ce moment-là que je vous proposerai de reprendre contact avec vous au moment du journal de 13h pour savoir qui sort en tête et qui est à la traîne. Il faudra noter aussi parmi les concurrents la présence sympathique de Catherine Poirot, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles sur 100 mètres brasse. Il est évident que pour elle, la distance de 1800 mètres est peut-être un petit peu longue, mais elle a tenu à se préparer pour ce triathlon de Paris et on espère qu'elle arrivera dans de bonnes conditions et dans une bonne position. Et voilà, mon cher Didier. Alain, on était en train de discuter avec Thierry au sujet du loto, car vous n'en avez que 12. Je crois qu'on a le temps de voir la grille. Vous avez été victime, une fois de plus, Thierry, de la 2e division et puis de Le Havre-Rennes. Oui, puis de Le Havre-Rennes, oui. J'avais pas fait confiance, mon petit Didier. J'ai eu tort au Mulhousien de Domenech. J'avais Mignor et voilà ce qui arrive. Enfin, 5 minutes près. Oui, ça sera pour la prochaine fois. Mais enfin, encore une grille qui n'est pas commode. Je me demande s'il y aura encore un gagnant à 16, encore que les joueurs sont tellement perspicaces. Enfin, on sera fixé ce soir pour les numéros de la chance, 19h50 sur TF1 et puis mardi. Mais je pense que les rapports devraient être intéressants. Voilà. Eh bien, écoutez, mon cher Didier, je vous souhaite une bonne après-midi. C'est pas vous cet après-midi, c'est Jean-Michel Lelio et Poivre d'Arvor. Vous avez passé la main. Oui, vous coucher. Vous allez vous coucher. Bon, dormez bien, Didier. Merci de nous avoir prêté attention. Bon dimanche après-midi. La Une, donc, vous présente un nouveau tandem, Patrick Poivre d'Arvor et Jean-Michel Lelio. Et puis à dimanche prochain pour un autre téléfoot. Merci.